Bonsoir. Je vais passer la parole rapidement à chacun des intervenants, Boris Cyrulnik et Boualem Sansal, qui nous parleront de ce livre, L'impossible paix en Méditerranée, qui est d'abord un livre original dans sa conception, puisque on en parlait tout à l'heure. Je crois que vous ne vous êtes rencontrés pour la rédaction de ce livre qu'à une seule reprise, et que finalement chacun l'a nourri depuis Alger et l'autre depuis la France. Donc vous nous parlerez peut-être tout à l'heure de la manière dont ça s'est passé. C'est un livre qui nous alerte sur les périls qui menacent la Méditerranée. Vous faites allusion aux faillites des institutions internationales, pourquoi la Méditerranée est finalement un espace perpétuel des conflits et quelles sont les racines de cette guerre perpétuelle. Alors je vais vous passer la parole tout de suite, Boris Cyrulnik, pour que vous nous exposiez un petit peu, donner quelques éléments de réponse à toutes ces questions pendant 10-12 minutes. Comme vous voulez, mais assis, je crois que ça ira très bien. Assis, ça ira très bien. Alors, je suis ravi d'être ici, où je viens régulièrement tous les 2 ans. Et je suis ravi parce que c'est un problème, bien sûr, c'est un problème de notre culture. Alors je propose de faire d'abord une introduction un peu générale, parce que ce qui caractérise les événements qui se passent actuellement en Méditerranée et dans le monde entier, mais surtout flagrants en Méditerranée, sont récurrents. C'est-à-dire que l'idée que je propose, c'est que les folies meurtrières existent de manière récurrente. Et que la première folie meurtrière, aujourd'hui on dirait en Suède, c'était la folie des berserk. Le mot est resté en anglais d'ailleurs, où les Américains surtout emploient le mot berserk pour désigner les folies furieuses qui, jusqu'à la mort, on est prêt à tuer. Et c'est un mot qui vient d'hommes qui, ce qu'on appelle aujourd'hui Suède, tuaient jusqu'à sachant qu'ils allaient être tués. Ensuite, il y a eu l'amok, ce qu'on appelle aujourd'hui la Thaïlande, la course à l'amok. Et les Américains reprennent aussi cette idée de course à l'amok. Donc ça, c'est des folies meurtrières qui reviennent. Sur le plan individuel, où Stefan Zweig a écrit un très beau roman là-dessus, où il raconte comment un homme prend un sabre, descend dans un marché et tue le plus de gens possible, sachant qu'il va tuer jusqu'à ce que quelqu'un le tue. Alors, il y a des folies meurtrières individuelles, voilà, et il y a des folies meurtrières nationales. Le nationalisme est une folie meurtrière. La première folie meurtrière, ça a été Valmy. Avant Valmy, les soldats coûtaient cher. Il fallait payer des uniformes, il fallait payer des armes, et quand il y avait trop de morts, les officiers se rassemblaient à Montenotte, on a les documents, et disaient, écoutez, là quand même, si ça continue comme ça, on va être ruiné. On a eu 400 morts à Montenotte, c'est pas possible. Quelques années après, il y avait Valmy, 90 000 morts, moins coûteux, parce que c'était des va-du-pied qui étaient armés tant bien que mal, et un homme coûtait moins cher qu'un soldat. Alors, il y a, au XXe siècle, il y a eu d'autres folies meurtrières. L'Iran, l'Irak font partie des folies meurtrières qui ont coûté, je crois, 1 million de morts, je crois. Donc, c'est au XXIe siècle. Alors, je vous propose 3 axes. Un axe politico-religieux, un axe culturel et un axe psychiatrique. Pour expliquer, essayer de comprendre ce phénomène fou, c'est le cas de dire, et j'allais dire fou et normal. C'est-à-dire que c'est un phénomène que toutes les cultures connaissent de manière récurrente. Axe politico-religieux. L'Inquisition était une folie meurtrière où les chrétiens en difficulté avec un risque d'hérésie, le pape, à Clermont-Ferrand, a rassemblé et a lutté contre le risque d'hérésie en rassemblant les chrétiens, en les orientant vers les méchants arabes qui nous avaient volé le tombeau du Christ. À Clermont-Ferrand, on le...
Alors, donc, et puis ça a duré plusieurs siècles. Ça s'est transformé en dictature religieuse et il y a eu huit croisades où, en même temps, les croisés découvraient les cultures arabes et rapportaient ce qu'ils trouvaient du Proche-Orient et ce qu'ils ont découvert. Alors, et en même temps, il y a eu des massacres et les Juifs se sont associés aux Arabes pour lutter contre les croisés et ça a été le début de l'antisémitisme chrétien, XIe siècle. Et puis plus récemment, de près de chez nous, il y a eu la folie. La religion a été récupérée par Hitler, qui, avant d'être antisémite et anti-maçonnique, était anti-catholique. On l'a oublié. Il faut lire Jan Kershaw, que j'ai rencontré, qui vient régulièrement à Paris. Et on lit dans tous ses livres, il a les archives montrant qu'au début, Hitler était anti-catholique. Et quand il a compris qu'il pouvait rassembler les hommes sous la bannière du catholicisme, à ce moment-là, il a changé, il a récupéré le catholicisme qui existait déjà avant lui dans les armées. On disait Gott mit uns, comme il y a actuellement Dieu sur les dollars, qui est imprégné sur les dollars. Mais ce n'était pas idéologique au début. Et puis il y a Saddam Hussein qui était communiste, donc qui considérait que toute religion était un opium, et dès qu'il a compris qu'on pouvait faire marcher les musulmans comme un seul homme, il s'est fait filmer partout en prière de façon à pouvoir employer un langage totalitaire en se servant de la religion pour réaliser l'axe politico-religieux. Le deuxième l'arme de ces guerres, de ces folies meurtrières, c'est bien sûr l'argent. J'ai été invité à Munich. Angela a été très généreuse et très courageuse, puisqu'elle a fait à Munich, elle a payé un bâtiment à Munich où elle en a fait le centre de la pensée extrême. J'ai été invité, j'ai rencontré des gens passionnants, dont un musulman pakistanais, qui travaille au CNRS de Paris et qui a fait la méthode de Duflo, mais pas notre ministre, la petite Duflo qui a été prof au Collège de France à 33 ans. Vous vous rendez compte? Je la déteste. 33 ans prof au Collège de France, vous vous rendez compte? Et elle est adorable, elle est très compétente, et en plus, elle a fait le tracking, c'est-à-dire suivre où va l'argent. Il y a des flots, elle nous a dit, il y a des flots d'argent qui arrivent au Proche-Orient, mais qui n'arrivent pas dans toutes les poches. C'est-à-dire que ces flots d'argent vont à ceux qui peuvent payer des milices, que j'ai vues, que j'ai côtoyées à Baalbek, que j'ai vues, qui sont des vrais mercenaires physiquement hyper entraînés, mentalement hyper fanatisés, techniquement hyper techniciens, et ces armées de je crois que le Hezbollah c'est 10 000 hommes actuellement, ou à peu près, c'est 10 000 hommes, quand il n'était que 3 ou 5 000, ils ont tenu tête à 130 000 hommes de l'armée israélienne, tellement ils sont hyper performants, hyper formés, hyper performants. Avec beaucoup d'argent, ils touchent des salaires faramineux, et quand un homme s'engage dans le Hezbollah, toute sa famille touche une pension, et si il meurt, la pension est doublée et triplée. Donc l'argent ne va pas dans toutes les poches. Et les écoles du Hezbollah, j'en ai vu une excellente. Les gosses sont impeccables, ils sont mathématiques, grammaire, et surtout fanatisation. J'ai vu des dessins animés dans les maternelles qui fanatisent les enfants dès l'âge de 5 ans. Je l'ai vu en Syrie, je l'ai vu en territoire palestinien, je l'ai vu au Liban, qui est un pays pourtant que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis. J'ai vu le protocole des sages de Sion tous les soirs à la télévision, et j'ai vu des dessins animés fanatisant des petits-enfants, garçons et des petits de 5 ans, qui bien sûr se laissaient entraîner. J'ai travaillé à l'hôpital de Doha et je me suis rendu compte que l'argent, je n'avais pas compris ça avant, le manque d'argent empêche la construction de la société et l'excès d'argent détruit une société. Et je n'avais pas compris ça avant de travailler à l'hôpital de Doha
où j'ai vu que les pères n'ont plus aucune fonction. Les mères gardent un petit pouvoir affectif, les pères ne servent plus à rien. Rien du tout. C'est l'État qui fournit tout, et les enfants sont élevés un peu par les mères, et beaucoup par l'État, zéro par les pères, qui veulent séduire leurs fils, pas leurs filles, en achetant dès l'âge de 14 ans des Mercedes avec le permis de conduire. Alors, donc, les rues sont droites et les enfants ont des accidents. Et les rues sont parce qu'il y a des ronds-points avec des fleurs à Doha et ils ne savent pas prendre le virage du rond-point. Il y a des accidents. Alors, il y a le deuxième axe. Alors, le deuxième axe, c'est l'axe culturel. Et là, ça nous concerne. Et là, ça concerne pas les pays arabes, pas les pays du Proche-Orient. Ça nous concerne, nous, en France et en Occident. C'est la défaillance des relais périfamiliaux. Quand on arrive à l'adolescence, on doit quitter sa famille parce que le désir sexuel apparaît, donc il faut partir, parce qu'on veut avoir la fierté de devenir indépendant socialement, donc il faut partir. Et on voit que beaucoup d'enfants bien élevés par des gentils parents chrétiens et musulmans, qui sont bien élevés, stupeur, tragédie familiale, les enfants s'engagent pour une cause qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent encore moins bien l'islam que moi, qui ne connais pas grand-chose. Et ils sont escroqués. Ils sont escroqués. Et cet argent qui leur paye un voyage qui, pour la Turquie, pour la Syrie, vient bien de quelque part. Alors ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont dangereux, parce qu'ils passent à l'acte. Et maintenant, avec les techniques de guerre moderne, tout à l'heure je disais, je ne me rappelle plus quelle guerre entre Israël et le Hezbollah, il y avait 3000 membres du Hezbollah, ils ont tenu tête à une armée, aujourd'hui ils sont 10 000, et ceux que j'ai vus à Baalbek, c'était une véritable armée de mercenaires avec du matériel hyper technique, et ils savaient s'en servir, et avec des hommes impeccablement formés. Alors là, nous, on participe à cette tragédie, parce qu'il y a une tragédie, parce qu'on a une défaillance culturelle. Entre la famille et l'aventure sociale, il n'y a plus l'accueil de la culture. Un gosse de 14-15 ans doit commencer à préparer son départ de sa famille. Pour ça, il faut qu'il y ait des écoles, des universités, du travail, des patronages, des scouts, du sport, de la culture. Il y en a, mais il faut payer cher. Ils ont 15 ans. Ils se socialisent, les garçons se socialisent à 26, 27 ans. Non, pardon, je me suis trompé. Les filles se socialisent à 25, 26 ans, les garçons se socialisent à 27, 28, 29 ans. Donc ça veut dire que cette nouvelle structure sociale qu'on a est un frein pour les adolescents et il n'y a pas de relais périfamilial. Donc même quand les familles font bien leur boulot, ça n'empêche pas qu'on voit des enfants de familles musulmanes, chrétiennes, il y a même 1% d'enfants de familles juives qui s'engagent, qui se convertissent à l'islam. Enfin, ils se convertissent à ce qu'ils croient être l'islam, mais je connais pas très bien. Donc là, je dis sûrement des bêtises, mais Boualem me corrigera. Donc ils se convertissent à ce qu'ils croient. Ce sont des escroqués. Ils sont escroqués par des gourous qui vont les envoyer se faire tuer ou se faire exploser. C'est une bonne affaire pour ceux qui gouvernent l'axe politico-religieux. Dernier axe, l'axe psychiatrique, celui dont on parle le plus actuellement et qui est follement minoritaire. Il y a très peu de malades mentaux parmi les terroristes. Il y en a extrêmement peu. Mais ils font des actes tellement stupides, tellement terrifiant, tellement. À Nice, par exemple, j'ai rencontré Estrosi, qui a été traumatisé par ce qu'il a vu. Et du coup, ça l'a rendu humain. C'est-à-dire que ça reste entre nous, ça vous le direz pas. Hein, c'est-à-dire que ce qu'il a vu, c'était effrayant. C'est que ce que j'avais pas compris, c'est que le camion d'un seul homme fanatisé, psychiatrique, un seul homme est rentré et le camion s'est arrêté parce qu'il y avait trop de corps devant le camion. Les roues tournaient à vide et il a vu des piles de corps avec des enfants. Et il a été traumatisé, un vrai traumatisme mental. Il me dit, je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus. Et du coup, ça l'a fait changer de politique
Et du coup, maintenant, il dit qu'il faut qu'on aborde ce problème différemment. Or, ce problème, voilà, je finis, c'est-à-dire que ce problème psychiatrique qui est très minoritaire est très majoritaire dans les récits, parce que les journalistes font leur boulot en rapportant ça, et ils participent à des épidémies psychiques. C'est-à-dire que Sam Tiano, qui est professeur à Tel Aviv et avec qui on travaille, il y a eu un début de phénomène comme ça en Israël. Sam Tiano a rassemblé les journalistes et leur a demandé, on passe un contrat de 2 ans où vous faites votre... Parce qu'on ne peut pas demander à un journaliste de se taire, ça ne va pas être facile de leur demander de se taire. Mais vous faites votre boulot de journaliste, mais vous n'héroïsez pas ces gens-là. Vous n'en faites pas des vedettes. Mohamed Merah a été héroïsé. Et dans la semaine qui a suivi l'attentat de Mohamed Merah, il y a eu 90 attentats antisémites. 90 en une semaine. Parce qu'il a été ce gars qui est la preuve d'un échec social, échec familial, échec scolaire, échec individuel, échec dans l'armée. Sa seule victoire, ça a été de tuer des musulmans qu'il appelait des collabos, c'est-à-dire s'ils travaillent, ils étaient dans l'armée, donc il les appelait collabos, et de tuer des enfants d'une école juive qu'il a filmé en même temps. Et la famille actuellement demande à ce que les films passent à la télévision. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Donc, dans la semaine suivante, ça a provoqué une épidémie d'agressions antisémites, 90 en une semaine. Donc Sam Tiano avait dit aux journalistes israéliens, faites votre boulot, mais n'héroïsez pas ces gens-là. Et 2 ans après, ils ont fait un bilan. Effectivement, la manière d'en parler, les attentats avaient diminué. Bon, ça peut se discuter. Alors, donc là, ça veut dire qu'on est tous mis en cause par l'argent qui arrive au Proche-Orient, qui est l'argent américain, l'argent européen, l'argent français, l'argent du pétrole qu'ils nous vendent et l'argent de la drogue qu'ils nous vendent aussi. Et cet argent ne va pas dans toutes les poches. Il y a des gens follement pauvres et d'autres qui savent gagner leur vie en trouvant là où il y a du travail et là où il y a une illusion de sagesse. On les escroque, mais bon, ils gagnent leur vie comme ça et ils nourrissent leur famille. Donc alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que quand la fin des épidémies, toutes ces épidémies, toutes ces folies meurtrières s'arrêtent un jour. Les Berserk se sont arrêtés, la course à la boxe s'est arrêtée, le nationalisme a été freiné pendant un moment, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il est arrêté, parce qu'il y a des gens, on voit en Autriche, il y a des gens qui aimeraient bien que ça redémarre, mais pendant quelques décennies, on a freiné cette folie meurtrière du nationalisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais passer la parole à Boualem, qui va sûrement répondre à cette question. Merci. Est-ce que vous avez un regard, je dirais presque aussi pessimiste que Boris Cyrulnik sur cette situation de part et d'autre de la Méditerranée ? Je n'utiliserai pas les termes pessimiste ou optimiste, mais plutôt le terme lucide, c'est la réalité des choses. Elle est comme ça. La Méditerranée est le centre de gravité de tous les problèmes du monde. Les contradictions. D'abord, la Méditerranée dessert trois zones, 3 univers fondamentalement différents. L'Europe, avec ses révolutions, sa culture, etc. L'Afrique, le monde arabe et l'Afrique, et l'Asie, évidemment, à travers la Turquie et tous ces pays. Et donc les contradictions européennes, arabes, africaines et asiatiques se retrouvent au centre de gravité qu'est la Méditerranée. Au cours des siècles, les conflits ont été réglés par un instrument qui est, ma foi, qui est efficace, c'est la violence. Quand les Arabes étaient les plus puissants, ils ont imposé la doxa, la loi islamique à l'ensemble de la Méditerranée. Quand c'était les Européens, c'est les Européens qui ont imposé
la loi. Et quand c'était les Asiatiques, à travers l'Empire ottoman, eh ben, l'Empire ottoman a imposé ses... Donc la force est un instrument, a été... la Méditerranée, prise dans cet écheveau de contradictions hein, culturelles, politiques, économiques, tout ce qu'on veut, ne pouvait pas inventer un système de résolution des conflits. Il aurait fallu une ONU pour la Méditerranée. Bon, le contexte de l'époque ne permettait pas ces choses-là. Et puis il y avait donc cet instrument qui fonctionnait très bien, la force. Tour à tour, donc on a... les uns et les autres ont pris le pouvoir en Méditerranée et ils ont appliqué leurs lois. Et ça a donné, à chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir en Méditerranée, ça a donné quelques temps de paix, de tranquillité. Et puis, exacerbation des tensions au XXe siècle, la guerre mondiale, le pétrole, l'islam, le réveil de l'islam, etc. On s'est retrouvé donc avec le volcan a repris du service. Mais la guerre n'était plus une solution. Nous sommes au XXe siècle. Le monde a décidé de bannir la guerre comme moyen de règlement des conflits. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place? Rien. Des systèmes qui produisent du blabla, qui en fait exacerbent parce qu'ils diffèrent la solution des problèmes à l'année prochaine, à la décennie suivante, au siècle prochain, et donc, et entre-temps, les choses deviennent de plus en plus explosives, et ça repart donc dans des... Alors, à un moment donné, il y a eu un dispositif qui s'est mis en place et qui a offert à la Méditerranée une trentaine d'années de paix. C'était la bipolarité russe-américaine. Il y avait la 6e flotte en Méditerranée. Les Russes étaient très présents dans quasiment tous les pays arabes. Et donc, ils ont fait un deal. La chose a fonctionné. Il n'y a pas eu de guerre. Pratiquement pas. Les choses se réglaient entre Russes et Américains et ils décidaient des choses entre eux. Et les autres n'avaient qu'à recevoir la solution et l'appliquer. La fin de l'URSS et on peut même dire la fin de l'Empire américain en Méditerranée nous a mis dans une situation de... Voilà, on est à nu. L'Europe a proposé un dispositif dans les années, on va dire, 70. C'était le processus de Barcelone. On a dit... les conflits viennent du fait des énormes différences entre le nord et le sud, l'est et l'ouest en Méditerranée. Mettons en place un dispositif qui fait ce qu'on a appelé la mise à niveau, en disant que si on se rapprochait les uns des autres, si on avait les mêmes gouvernements, les mêmes règles de gouvernance, les mêmes lois, ou du moins si on allait dans la même direction, ça permettrait de résoudre les problèmes. Le processus de Barcelone a offert à la Méditerranée une dizaine d'années de relative tranquillité où les pays coopéraient. Dans ce cadre-là, le processus de Barcelone, c'est quoi? C'est l'Union européenne met un crédit en place. Les bonnes années, c'était 10 milliards d'euros à peu près. Il a démarré avec 10 milliards d'euros, puis c'est monté à un moment donné jusqu'à 15, et puis c'est redescendu à 5, à 7, à 8, enfin bref, au cours des ans, le budget a évolué, mais cet argent permettait aux pays du Sud de faire leur mise à niveau. Formation de journalistes, de professeurs, des cours aux hommes politiques, etc. Mise à niveau de l'industrie, mise à niveau de l'agriculture, etc. Et a permis la difficulté, c'est que ce processus a été mené essentiellement par des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires européens, en face c'est des fonctionnaires du Sud, et moi j'ai fait partie de ces... en tant que haut fonctionnaire du gouvernement algérien, j'ai participé à ces choses-là, dans le domaine de l'industrie, mais dans d'autres domaines aussi, où on travaillait sur des projets.
Voilà. La paix, c'est quoi? Comment parvenir à la paix? Eh ben, il faut que l'économie du Sud fonctionne, qu'elle puisse créer de l'emploi, que les gens puissent rester chez eux, que ceci, que cela. Et donc des processus se sont mis en place, des coopérations. Parce que moi, j'habite une ville à 50 km d'Alger qui s'appelle Boumerdès. C'est une ville totalement artificielle qui a été créée dans le cadre du processus de Barcelone. Enfin, la ville existait évidemment, mais elle est devenue ce qu'elle est devenue dans le cadre du processus de Barcelone. On a dit, tiens, on va aider le gouvernement algérien à disposer des moyens scientifiques et technologiques pour faire sa mise à niveau et se développer. Et donc voilà, à Boumerdès où j'habite, on a créé une vingtaine d'instituts. Un institut du pétrole avec l'IFP français, un institut d'électronique avec les Anglais, un institut avec les Allemands, etc. Donc on a créé une sorte de Silicon Valley qui formait des ingénieurs, des techniciens qui étaient ensuite répartis à travers les entreprises algériennes, publiques et privées, et qui faisaient l'amélioration des choses. Mais des projets comme ça, confier la paix à des bureaucrates, à des fonctionnaires, pour ne pas utiliser un mot trop fort, des fonctionnaires, c'est inscrire l'affaire dans l'échec, évidemment. Les choses ont bien fonctionné au début parce que tout beau, tout neuf, plutôt tout neuf, tout beau, ça a fonctionné, et puis usure, et puis cet argent, ces 10 milliards qu'on mettait pour résoudre les problèmes entre le Nord et le Sud, finalement ont été plus ou moins dilapidés, à la fois par les institutions européennes, qui ont embauché des bureaux d'études amis, etc., pour venir faire de la mise à niveau dans nos pays. Et chez nous, évidemment, cet argent servait à toute autre chose qu'à faire de la mise à niveau. Et voilà, et donc les problèmes... Il y a une solution qui a été amenée par Sarkozy, c'était de dire l'erreur, c'est qu'on a confié le rapprochement nord-sud dans le but de faire de la Méditerranée un lac de paix et de prospérité partagée. On l'a confié à des fonctionnaires, à une institution sans âme qui est l'Union européenne, revenant à quelque chose de plus politique. Et Sarkozy avait lancé l'histoire de l'Union pour la Méditerranée. C'était très bien. Donc les pays de la rive nord, c'est-à-dire l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, quoi d'autre, Malte, et les pays du Sud, Maroc, Algérie, etc., ont créé donc cette union qui devait normalement fonctionner sur le principe de l'Union européenne, donc avec une commission, réunion des chefs d'État, et puis bon. Et la chose a commencé à se mettre en place. Sarkozy s'est nommé en fait premier président de l'Union pour la Méditerranée, coprésident Moubarak. Et puis la dame Merkel a vu quelque chose de très dangereux pour que finalement la France, elle a compris que c'était un coup de Sarkozy qui allait prendre un peu la main sur la Méditerranée. Et donc, et finalement, elle a imposé un autre schéma, c'est que c'est l'Union en Méditerranée, quelque chose comme ça, quoi, à laquelle participeraient pas seulement les pays de la rive nord de la Méditerranée et les pays de la rive sud, mais toute l'Europe, c'est-à-dire les Allemands, les Autrichiens, bon, on est parti dans un cafouillage monstrueux, ça s'est vite arrêté, parce que quelque chose était en train de naître ailleurs qu'on n'a pas vu, puisqu'on a tellement fonctionnalisé, rationalisé ces choses-là extraordinairement complexes, on n'a pas vu qu'à l'Est était en train de monter quelque chose qui se proposait de résoudre les problèmes à sa manière, c'était l'éveil de l'islam. Je ne parle pas de l'islamisme, l'éveil de l'islam. Et là, il y a eu des réflexions d'ordre religieux et philosophique. Pourquoi attendrions-nous la paix, faire la paix avec les Européens? Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils nous ont colonisés, c'est parce que
les économies nord-sud fonctionnent sur la base de vases communicants qui font passer l'argent du sud vers le nord, automatiquement, sans aucun effort. Donc, au fur et à mesure qu'on travaille avec l'Europe, ben, on s'appauvrit, parce qu'ils sont plus forts que nous, plus riches, c'est eux qui ont la technologie, et donc ils maîtrisent la finance internationale, c'est eux, donc on ne peut pas. Les islamistes sont venus avec un truc très simple, un livre, la solution c'est celle-là. Voilà. Donc nous, on n'a pas besoin de leur paix, on n'a pas besoin de leur technologie, on n'a pas besoin de leur argent, on a l'islam et ça nous suffit. Bah, le résultat, c'est que quelques années plus tard, ça a produit les printemps arabes qui, leur coup était bien fait, hein, donc ils ont cassé le processus par une propagande. L'Occident, c'est l'ennemi, et l'ennemi héréditaire, et l'ennemi fondamental. Ce n'est pas les anciens ennemis, les ennemis, je veux dire, on va dire classiques, parce que, bon, question de territoire, ou question de rapport économique, c'est fondamental. Donc, il faut absolument rompre avec eux. Donc, ils ont mené cette propagande qui a bien fonctionné, d'autant mieux que la faillite économique dans nos pays a mis au chômage des milliers, des millions et des dizaines de millions de gens qui, évidemment, les gens ne peuvent pas vivre sans objectif, ils se sont accrochés à cela. Et puis, la question, c'est compliqué, donc on peut amorcer avec ce que tu disais. L'islam était sur une démarche religieuse. On rompt avec l'Occident, tout simplement parce que nous sommes différents. Voilà, chien et chat ne peuvent pas faire. Donc c'est religieux, c'est philosophique à la limite et tout ça. Et puis au niveau des musulmans, un grand débat a eu lieu dans tous les pays du Sud dans ces années-là, 70, 80. Comment faire? Quelle démarche? Il y a des musulmans, on va dire, modérés, qui disaient bon, oui, d'accord, on va rompre avec l'Occident, il est la source de nos problèmes, etc., etc. Mais on a quand même besoin d'eux. Alors faisons. Ça a créé ce qu'on a appelé l'islamisme modéré. C'est-à-dire qu'on divorce, mais on garde de bonnes relations. Et puis les durs disaient non, il faut aller plus loin. Non seulement il faut divorcer, mais il faut aller les tuer, parce que tant qu'ils sont là, ils sont juste en face. Et qu'ils maîtrisent, peut-être pas directement nos destins, mais indirectement par les satellites, par la culture, l'information, de toute façon, ils nous vaincront toujours. Donc il faut une rupture vraiment ontologique, mais aller au-delà, c'est-à-dire imposer l'islam en Europe. Et puis il y a aussi donc des gens qui ont réactivé ce vieux truc qui a fonctionné un certain temps, c'était le nationalisme arabe. Retrouvons, ne construisons pas notre identité sur la religion, ne divorçons pas avec l'Occident sur la base de la religion, mais sur la base de l'identité. Eux, ils sont ce qu'ils sont, européens, et nous, on est des Arabes. On est des Arabes, et donc et notre ancrage n'est pas au nord, il ne l'a jamais été. Il ne l'a jamais été. Notre ancrage, c'est dans le monde arabe et éventuellement en Afrique. Et donc, mais l'Europe elle-même, en Europe même, il y a eu ces débats. Pendant longtemps, on a pensé que l'économie était la solution. Aidons le Sud à créer des emplois, à mieux se nourrir, à mieux se soigner, et puis on fera la paix. Comme si cette analyse est assez insuffisante, parce que ça voudrait dire que deux bonhommes très riches qui n'ont pas de soucis de travail, qui ont de l'argent, qui se nourrissent et qui se soignent, ne font pas la guerre. Mais si, les riches aussi font la guerre entre eux. Donc après, ça a été culturel. Essayons de construire des identités un peu comme ça, artificielles, comme l'identité européenne.
il y a 20 ans, moi j'ai participé à beaucoup de débats sur les premiers temps sur l'identité européenne. Mais c'est quoi? Les Français disaient l'identité européenne, elle serait franco-européenne. Et les Allemands disaient oui, elle serait germano-européenne. Voilà, il faut un chef de file. Elle serait latine, germanique, elle serait. Voilà, et donc on a. Et au Sud, pareil. Au Sud, la question. Lorsqu'on a abordé cette question identitaire, tout à coup, au Sud, on a découvert que nous ne sommes pas des Arabes. Nous sommes des Berbères, nous sommes des Kurdes, nous sommes ceci, nous sommes tout ce qu'on veut, sauf Arabes. Et alors, la question identitaire a été problématique. On est revenu à l'institutionnel. Ça patine, je veux dire que ça patine, parce que l'Europe elle-même a échoué dans le règlement de ses propres problèmes. Et donc nous sommes orphelins de solutions. Et personne ne s'en occupe, ni au nord, ni au sud. Les institutions du nord ont de la peine à régler leurs propres problèmes. Au sud, elles ont disparu. La Ligue arabe a quasiment disparu. Les institutions islamiques ont elles-mêmes éclaté, puisque maintenant on est dans des guerres entre sunnites, chiites, et chez les sunnites, entre les rambalites et les machins et les trucs, etc. C'est des guerres tous azimuts. Et donc il faut se creuser la tête pour concevoir un dispositif qui permette d'anticiper les problèmes et de mettre en place des processus de règlement de prévoir et les régler. Ou alors revenir à l'ancienne solution, c'est-à-dire la guerre. Voilà, c'est comme en France, on peut penser que pour régler les problèmes économiques, beaucoup de gens le disent, une bonne guerre avec une inflation réglerait tous les problèmes d'un coup. Et puis on repartirait sur les 30 glorieuses. Et puis, alors on est là en ce moment. On est vraiment, on se sent totalement nu. On n'a pas d'instrument. On n'a pas d'instrument. Et c'est que l'islamisme a pris en Europe, le communautarisme a pris, l'Europe s'est découvert une nouvelle identité qui est en train de s'imposer et qui va prendre toute sa place et donc du coup complique encore la chose. Donc on en est là. C'est pour ça, avec mon ami David Grossman, on avait pensé que, tout à l'heure tu parlais de culture, on s'est dit on va créer l'union des méditerranéennes des écrivains. Parce que nous n'ayons aucun intérêt ni économique, ni militaire, ni stratégique, ni rien, on peut supposer que nous sommes seulement dans une démarche du type humaniste. On veut que tout aille bien pour tout le monde, enfin pour le maximum. Et on se réunirait et on pourrait produire, enfin, je sais pas, comme ça, des pistes. Des gens, des écrivains, des journalistes, des philosophes se réunissent régulièrement et produiraient comme ça des pistes. Bon, moi je crois beaucoup à cela. Je ne crois plus aux autres solutions, j'y crois plus du tout. Mais celle-ci, j'y crois encore. Produisons des idées. Quand on pense que l'Europe est née quasiment du temps de Victor Hugo, c'était à l'époque des écrivains se réunissaient et parlaient de l'Europe, c'était quelque chose qui paraissait vraiment de la science-fiction pour les millénaires à venir. Et puis finalement ça s'est fait. Donc, le fameux discours de Victor Hugo sur la construction de l'Europe, c'est fantastique. On pourrait essayer de faire ça, quoi. Voilà, mon cher Georges. Merci. Juste peut-être avant de passer la parole à la salle, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé donc effectivement de l'échec des nationalismes arabes et ensuite des printemps arabes qui ont échoué aussi. Avant, on avait des dictateurs qui effectivement
étaient impitoyables avec leur peuple, mais qui nous rendaient de grands services parce qu'ils régulaient les flux migratoires, ils luttaient contre l'islamisme, etc. Ces révoltes arabes ont débouché sur le chaos. Est-ce qu'il faut regretter la période antérieure et est-ce que comment justement éviter le chaos? Le chaos, quand il commence, c'est vraiment très difficile de l'arrêter. Il fallait... Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'angélisme de notre part lorsque les révoltes arabes ont été déclenchées, de penser qu'effectivement... Ah oui, de l'angélisme, oui, on pourrait même dire de la bêtise, hein, parce que l'angélique, c'est sympa, après tout. Non, c'est vraiment une erreur d'appréciation colossale, une méconnaissance des rapports de force existant au sein de ces sociétés et de la complexité de ces pays. Mais peut-être aussi qu'il n'avait pas de solution de rechange. Aussi. Bon, le chaos est là. Comment arrêter la chose à moins de faire la guerre, la Libye va rester ce qu'elle est, comme ça, pendant très longtemps. Mais est-ce que la restauration du passé à laquelle on insiste, par exemple, en Égypte, c'est une solution pour vous? Non, c'est toujours... non, l'Égypte est dans un chaos total. Elle est dans... parce que dans ces pays, il y a une... on va dire la zone verte, quoi, les quartiers verts. Il faut voir l'Égypte dans sa totalité. L'Égypte a totalement éclaté, c'est un chaos total. Bon, maintenant, au Caire, les quartiers, le gouvernement, les institutions, ça a une apparence d'État et de machin, mais ça ne va pas plus loin. Parce que comme en Algérie, si on regarde les principales institutions, bon, ça a l'air de fonctionner, mais l'Algérie en soi est un véritable chaos. Donc, mais d'où viendrait le calme? Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien qui permet de... Il fallait ou laisser les dictateurs et faire un deal avec eux. Ce deal avait été fait. Il y a eu une tentative, ce qu'on a appelé la transition politique. Il y a eu des discours du côté des Américains, disant aux pays arabes, la bombe, la mèche est allumée, ça va vous péter à la gueule, vous avez intérêt à engager un processus de transition, de démocratisation, même s'il est faux, mais ça permet de détendre l'atmosphère et soyez moins durs, moins corrompus, moins... etc. Donc, des lois anticorruption ont été votées, des mécanismes internationaux ont été mis en place pour surveiller et contrôler la chose, mais c'était timoré, c'était pas vraiment très sincère, et donc ça a éclaté. Mais bon, donc à partir du moment où il y a eu le printemps arabe et que le régime des anciens dictateurs se sont effondrés, les islamistes se sont installés, il fallait peut-être là aussi dire, c'est le pouvoir de fait, ils sont là, il vaut mieux qu'on les maîtrise, qu'on fasse quelque chose avec eux dès le début, et puis on verra comment manager ça sur 20 ans, 30 ans. L'idée à l'époque, c'était de dire que l'islam et l'islamisme est soluble dans la démocratie. Mettons un peu de démocratie là-dedans, et puis petit à petit, ça va se réguler, et puis ils vont apprendre à gérer. Nous-mêmes, on l'a pensé en Algérie, quand en 1989-90, il y a eu les premières élections réellement libres, les élections municipales. Sur 1500 communes, en Algérie il y a 1500 communes, les islamistes avaient gagné 1450. Donc du jour au lendemain, l'Algérie, qui était un pays FLN à 100%, est passée comme ça. C'est un saut quantique. Tant qu'on n'a rien vu, en une soirée, c'est devenu un pays islamiste. Mais on a applaudi. Moi, j'étais de ceux qui se sont dit, bon, on a fini avec le FLN parce que leur temps est fini, son temps est fini. Donc il n'y a plus rien à attendre. Eux arrivent, peut-être que l'ardeur du néophyte fait que... on avait applaudi. Et puis on s'est dit, bon, confronté à la gestion, aux revendications des peuples,
Il faut régler les problèmes de l'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de trucs. Bon, ça va leur mettre un peu du plomb dans l'aile, et ils vont apprendre, et puis ils vont composer leur islam avec la réalité. Ben, en fait, pas du tout. C'est qu'ils ont une capacité à mettre tout de côté comme ça me gêne, hop, c'est pas islamique, on enlève. Et ben, ils ont tenu, et puis quand 2 années plus tard, on a organisé les élections législatives, ben, ils ont gagné, premier tour, majorité absolue. Bon, et aujourd'hui, le pouvoir FLN a repris les institutions, mais l'Algérie est islamiste à 100%. Moi, je vous ai dit, j'habite la Silicon Valley algérienne. Il n'y a que des instituts, que des ingénieurs, que des machins. C'est extraordinaire. Eh bien, il y avait une petite mosquée, toute rikiki. Elle pouvait contenir 3 personnes. Elle était en dehors du campus. Aujourd'hui, à l'intérieur du campus, il y a 10 grandes mosquées, hyper modernes, avec de l'informatique, des bains, bibliothèques et tout ça. Et elles sont pleines, jour et nuit. Et le vendredi, non seulement ces 10 mosquées, hyper mosquées, sont très grandes, sont pleines, mais les abords sont pleins. C'est-à-dire que les gens prient comme à la rue, comme on le fait en France, là où il n'y a pas de mosquée. Autour des mosquées, il y a des gens qui prient dedans. Et ça, c'est une ville universitaire. Il n'y a que des ingénieurs et des techniciens et des professeurs. Donc les islamistes ont gagné. Donc, bon, on n'a pas su les manager et faire avec eux. C'est une force, elle est là. On n'a pas su, puis ils sont devenus sauvages. Ils sont irrécupérables. Maintenant, c'est des meurtriers, c'est des assassins. Il n'y a plus rien à faire. Donc, on est dans une situation difficile. Boris Cyrulnik, juste avant peut-être de passer la parole à la salle, lorsque vous avez évoqué vos folies récurrentes, vous avez parlé de la défaillance sur l'axe culturel des relais périfamiliaux. Comment est-ce qu'on peut revitaliser justement ces relais pour justement éviter ces folies? Je crois que quand un homme a été fanatisé, il faut attendre qu'il meure. Vous ne croyez pas à la déradicalisation? Non. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu, quand le nazisme s'est effondré, il y a eu un dégrisement. Quand le communisme s'est effondré, il y a eu un dégrisement. Mais c'était ceux qui suivaient, ce n'étaient pas les leaders, ce n'étaient pas ceux qui étaient fanatisés. Alors eux, ils ont dégrisé, ils ont dit quand même on a été un peu trop loin. Je pense que la seule solution maintenant, c'est la prévention dès la maternelle. C'est-à-dire que dès la maternelle, il faut apprendre aux enfants qu'ils ont le droit d'être musulmans, bouddhistes, c'est leur culture, c'est leur famille, c'est leur croyance, c'est nécessaire de le respecter, mais il faut en même temps leur apprendre qu'il y a d'autres familles qui aiment un autre Dieu, qui ont une autre croyance, et qu'il faut installer des débats de façon à ce qu'on, même si on ne sera pas d'accord, on va se disputer, mais ça ne fait rien. La culture n'est faite que de ça. Toutes les cultures n'évoluent que par conflit. Donc, on va faire des conflits littéraires, on va faire des conflits scientifiques, on va faire des conflits religieux. Mais ce qui est dangereux, c'est le langage totalitaire, c'est-à-dire celle qui dit « j'ai la vérité ». Je me soumets au seul vrai chef, parce que c'est lui qui dit la vérité, et tous ceux qui ne croient pas en mon Dieu, alors ça peut être un Dieu sacré, ça peut être un Dieu profane, hein. Le communisme c'était une religion profane, ça peut être mon Dieu profane, ça peut être un Dieu scientifique, Lysenko c'était un scientifique, et pendant très longtemps il y a eu des scientifiques qui ont imposé leurs croyances et qui ont empêché le développement d'autres théories scientifiques, qui ont fait fermer des laboratoires, comme un langage totalitaire. Donc je pense que politiquement, éducativement, il faut les écrivains, les romans, les fabricants de mots, les films émouvants qui peuvent faire évoluer, qui viennent du Proche-Orient. Ce sont des films, il y a des films iraniens très émouvants. Les jeunes iraniens, les jeunes iraniennes surtout, n'écoutent plus l'Ebola. Et la police religieuse ne peut pas taper sur tout le monde. Donc il y a une révolution silencieuse, peut-être par les jeunes, surtout par les femmes, qui fait qu'elles ne se soumettent plus à la police religieuse.
Et tout ce qui m'a été mouvant dans ces pays-là, tout ce qui donne un peu de l'espoir, ce sont les fabricants de mots, c'est-à-dire les romanciers, les cinéastes, les poètes, tous ceux qui fabriquent des mots qui peuvent nous émouvoir et qui peuvent nous faire comprendre qu'un autre peut aimer un autre Dieu que le mien, qu'un autre peut aimer un autre philosophe que le mien. Moi, j'ai mon Dieu, j'ai mon philosophe, j'ai mon footballeur, j'ai mon rugbyman que je vénère, c'est des demi-dieux, les rugbyman, hein, vous êtes d'accord, Clermont-Ferrand? Donc, c'est des demi-dieux. Donc, je les vénère, mais je sais qu'à Toulon, il y a des demi-dieux qui sont bien meilleurs qu'à Clermont-Ferrand. Donc, ça veut dire que dès l'instant où on introduit le choix, le doute, il y a un degré de liberté. Alors que dans un régime totalitaire, il n'y a pas de possibilité de doute, il n'y a pas de possibilité de choisir, il y a une seule vérité, celle du chef. Et c'est probablement ce qui se passe dans les pays arabes, comme ça se passe aussi dans d'autres pays, parce qu'on voit que l'Autriche, j'étais en Roumanie il n'y a pas longtemps où j'ai vu des défilés de chemises noires qui m'ont sacrément inquiété. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène résurgent, ça a été la première phrase que je vous ai proposée, il y a des phénomènes cycliques de violence, de folie meurtrière qui réapparaissent de manière résurgente. Parce que je crois qu'on ne sait pas vivre en paix. Alors que dans la guerre, le sens nous est donné par la lutte, par la mort, le sens nous est donné. Et que pour vivre en paix, on ne sait pas. D'ailleurs, si vous ne croyez pas, regardez comment font les jeunes. Ils érotisent l'angoisse, ils érotisent la mort. Ils se balancent par-dessus un pont avec un élastique au-dessus de la cheville. C'est la fonction des adolescents, c'est de se mettre en jeu. Et donc, c'est d'érotiser l'angoisse pour faire évoluer la culture. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est cyclique, mais que pour l'instant, pour les générations à venir, je crois qu'il faut commencer par la prévention dès la maternelle. Il faut apprendre aux enfants, tu as le droit d'être chrétien, musulman, bouddhiste ou bachibouzouk si tu as le droit, mais il faut que tu saches que d'autres aiment un autre Dieu que le tien. Merci beaucoup. Place maintenant aux questions de la salle. Madame. Pardon. On est enregistré. Oui, bonsoir. Il y a une tradition de transmission de certaines religions. Moi, je pense aux zoroastriens. Il fallait que les deux parents soient zoroastriens pour que l'enfant soit zoroastrien. Donc, dans ce que vous venez d'exposer, il y a une liberté qui est laissée à l'enfant, ou par tradition, d'adopter la religion de ses parents ou de sa culture. Mais toutes les cultures ne se valent pas et toutes les religions ne se valent pas. Il y a des religions qui sont imposées aux descendants, où la transmission est faite par la mère, par le père. C'est compliqué. Donc, c'est comme s'il fallait faire un reset total d'une vraie liberté de choix, que chacun choisisse sa religion. Et à certains âges, il faut avoir quand même une certaine connaissance de tout ce qui est... pour que ce soit une adhésion à une religion, et plus simplement une tradition qui est transmise comme génétiquement par sa culture. Donc, voilà. Alors, vous avez raison, mais je pense que les croyances se transmettent, les valeurs se transmettent, parce que quand on arrive au monde, aucun bébé n'est croyant en Dieu le jour de sa naissance. Aucun. Aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Ce que je viens de dire n'est pas vrai, il y en a un qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Donc on est invité à apprendre la langue maternelle et les croyances maternelles. C'est pour ça, comme vous l'avez dit, les religions se transmettent surtout par les mères. C'est-à-dire parce que le bébé aime sa mère, et aimer le même Dieu que sa mère lui permet de partager le même monde mental que sa mère. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Mais la mère peut lui apprendre, nous on est chrétiens, musulmans, mais regarde la voisine, ils ont une autre manière d'aimer qui est intéressante, qui est amusante. Ça se fait.
Ça se fait, il y a des films, il y a des cours, mais le contraire se fait aussi. C'est-à-dire que c'est très facile de fanatiser un enfant. Moi, j'étais malheureux, j'ai été très malheureux. Quand j'étais en Syrie, où le père de ma femme était gouverneur en Syrie, et c'est un pays magnifique c'était un pays magnifique avec une culture magnifique, et j'ai été effrayé par la fanatisation des bébés et des enfants. Ils parlaient à peine, ils avaient 4 ou 5 ans, que déjà on leur apprenait la haine des Juifs, bien sûr, et la haine des Occidentaux. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse choisir? Il pourra choisir à l'adolescence. À l'adolescence, son boulot d'adolescence, ça va être de dire « Maman, je ne suis pas sûr, je te conteste un peu, je ne suis pas tout à fait sûr. » Ou alors au contraire, « Maman, tu n'es pas croyante, moi je vais m'engager parce que j'ai besoin de certitude, j'ai besoin d'un cadre. » Et la fonction des adolescents, c'est de faire évoluer la société. Mais je pense que nous, culturellement, je pense vraiment que pour ceux qui sont radicalisés, je ne vois pas comment. Pour l'instant, c'est que de l'échec. J'ai parlé avec des éducateurs, des psychologues qui ont cherché, c'est que de l'échec. Et j'ai parlé notamment avec Paul Bouvier, qui travaille avec nous, qui est venu travailler avec nous, qui est le directeur de la Croix-Rouge, et qui était autorisé à s'occuper des prisonniers de Guantanamo, à condition de ne pas témoigner. Sinon, donc ça pose un problème éthique. Pour un soigneur, si je ne vais pas les aider, je les laisse souffrir. Si je vais les aider, pour les aider, je suis obligé de me taire, donc je me fais complice de ceux qui les torturent. Donc pour eux, c'était un problème éthique vraiment pas facile. Ils ont choisi d'aider et de se taire. Et ils confirment ce qu'on sait tous maintenant, c'est que Guantanamo a été un chaudron des sorcières et que c'est que tous les gens qui ont été à Guantanamo sont ressortis plus fanatiques que jamais. Donc pour ce qui est de la fanatisation, je ne sais pas comment il faut faire. Et je crois que pour l'instant, on ne sait pas. En revanche, pour la prévention, je sais comment il faut faire. Pour la prévention, il faut éduquer nos enfants et leur dire « tu as raison d'être musulman, mais sache qu'il y a aussi des chrétiens, des juifs et des bachibouzouk. » Les bachibouzouk sont en voie de développement. À une condition c'est de libérer les enseignants. Parce que, voilà, les éducateurs, parce que ces enfants sont drogués par les adultes qui sont autour d'eux, la famille, les grands frères, et puis par l'école, par les institutions. Le problème, c'est que déradicaliser un individu, on pourrait penser que si, avec le temps, on y arriverait, quoi. On peut utiliser mille et une astuces pour y arriver, et au besoin faire un deal avec lui. Et puis l'essentiel, c'est peut-être pas de le déradicaliser, mais de le contrôler, simplement. C'est d'éviter qu'il ne radicalise autour de lui ou qu'il ne commette des... Mais déradicaliser tout un peuple. Ça, c'est effrayant. Nous, dans nos pays, ces choses-là, là en France, on aborde ces questions un petit peu comme ça, par petits bouts, des radicalisations d'individus, de groupes, de quartiers. Mais en Algérie, après 10-15 années de guerre civile, 300 000 morts, un pays détruit, toutes les familles touchées, la question s'est posée, comment sortir de ça? Le mot déradicalisation n'a aucun sens. C'est comment reconstruire tout un pays, un peuple, des institutions, pas seulement des individus, mais des institutions, jusqu'à l'institution familiale, jusqu'à l'institution religieuse. Tout reconstruire. Mais sur quelle base? Si vous n'avez pas un schéma qui soit attractif. Vous savez, c'est comme un aimant, il faut un pôle nord et un pôle sud pour que l'aimant fonctionne, quoi. Qu'est-ce que vous leur offrez? Vous voulez lui dire, c'est bon, ton Dieu, ton truc, tes croyances, ça vaut rien du tout. Bon, d'accord. Il va vous poser la question, mais qu'est-ce qui vaut quelque chose? Qu'est-ce qui vaut? Il faut pouvoir lui répondre. Mais on n'a rien. On n'a rien. Donc nous-mêmes, nous sommes en perdition. Pas seulement les islamistes qui
qui ont franchi la ligne rouge, et puis, à la limite, comme disait Boris, la seule solution, c'est la mort. C'est attendre qu'il meure ou précipiter la chose. Mais nous-mêmes, voilà, qu'est-ce qu'on a à offrir à nos enfants, au pays, comme projet, comme dynamique nouvelle? Pas grand-chose. Nous-mêmes ne sommes pas crédibles. Bonsoir. J'ai deux questions à nos chers invités. Donc, la première question, il concerne la radicalisation, dans le sens profond de radicalisation. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir la radicalisation comme quelque chose qui est... je suis désolée pour la construction de mes phrases, je ne suis pas française. Donc, quelque chose comme un manque profond de sens dans la vie. Donc, c'est un vide existentiel qui est rempli par un sens, une cause très profonde. Donc, la question est à Boris Cyrulnik. D'abord, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des structures qui ont basé sur la pensée de Viktor Frankl? Vous connaissez bien évidemment ses travaux, la logothérapie, etc., qui sont basés sur le sens et sur la réorientation du sens. Est-ce qu'il y a des structures qui étaient faites? Est-ce qu'il y a des pas, etc. Donc, la deuxième question, il concerne l'éducation dont vous avez parlé quand on devrait éduquer un musulman, un chrétien. Voilà, si on prend par exemple les trois religions monothéistes, judaïsme, islam et chrétien, dans le judaïsme, l'autre, il existe. Il a sa place, on a le respect, il existe, il doit être, il doit exister. On sait comment traiter avec l'autre, comment travailler avec lui, etc. Mais il me semble que dans deux autres religions monothéistes, l'autre, il n'existe pas. L'autre, il doit devenir comme nous. Donc, comment vous abordez cette question-là, comment dire, dans sa profondeur? Comment rééduquer un enfant qui est dans son éducation très, très profonde, dans son croyance, il voit le sens de sa vie, c'est justement l'autre, le faire comme toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je pense que le mot radicalisation, qu'on emploie régulièrement, n'est pas un bon mot. Il ne désigne pas le phénomène. Radicalisation, ça veut dire racine, radicelle. On ne revient pas aux sources, on se fanatise. Donc moi j'emploie le mot fanatisation. Comme on le disait, radicalisation, les historiens reviennent aux sources. Ils ne sont pas fanatiques. Ils peuvent changer d'opinion, on leur fournit une autre archive, ils changent d'opinion s'ils sont honnêtes, ce qui est souvent le cas. Donc le mot radicalisation ne désigne pas le phénomène, mais c'est celui qui est rentré dans notre culture. Je pense que ce que vous dites sur la religion juive, je pense qu'on peut le dire de toutes les religions. J'ai lu Boualem, et dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, il dit qu'il y a 50 manières différentes d'être musulman. Alors, moi, je serais incapable de les réciter, mais il y a toute une liste, il dit des tas de mots que je ne connais pas, mais lui, il les connaît. Et je pense que ce qui compte, c'est le langage religieux ou le langage idéologique. Quand il n'y a pas la critique, quand il n'y a pas le doute, c'est un langage totalitaire. Et que ce qui compte, ce n'est pas les textes de base, puisque les textes de base sont métaphoriques et métonymiques. Métaphorique, ça veut dire je suis courageux comme un lion. Métonymique, c'est il y a une voile à l'horizon. S'il y a une voile à l'horizon, c'est qu'il y a un bateau dessous. Hein. C'est-à-dire que voilà, le langage religieux est poétique, il est beau, on l'interprète comme on veut. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on interprète les textes de base. Donc quand Boualem dit il y a 50 manières différentes d'être musulman, je crois qu'on peut dire ça des juifs aussi. La preuve, c'est que quand les falachas éthiopiens, ceux qui étaient persécutés par les musulmans éthiopiens, ont été rapatriés, je ne sais pas comment il faut dire, on peut dire rapatriés en Israël, je ne sais pas comment il faut dire, ils étaient convaincus d'avoir respecté les dogmes religieux qui n'étaient pas les mêmes que les dogmes des séfarades ou des ashkénazes, qui étaient aussi convaincus d'avoir respecté les dogmes religieux. Donc même une religion, la plus pétrifiée soit-elle, évolue. Parce que ça dépend, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on éclaire le passé.
Le passé, c'est pas le retour. La mémoire, c'est pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. C'est-à-dire que c'est actif, c'est intentionnel. On va chercher dans le passé les images et les mots qui vont nous permettre de constituer un récit auquel on va se soumettre ou accepter, je ne sais pas, se soumettre, parfois se soumettre. Donc ce que vous avez dit, je crois que c'est vrai, mais les Juifs n'ont pas toujours été tolérants. Quand on voit dans le Deutéronome, quand on voit Moïse, qu'est-ce qu'il est dur, hein, les lois de Moïse, aller conquérir les terres des voisins, prenaient leurs maisons, tuer les premiers mâles, les premiers nouveau-nés, c'est pas forcément d'une très grande tolérance, ça. Mais je crois qu'on peut dire ça de toutes les religions. Ce qui compte, c'est la manière dont aujourd'hui on interprète le passé. Alors, nous avons 3 personnes qui souhaitent poser des questions, donc posez-les rapidement puisque Boris Cyrulnik a une contrainte, mais que vous respecterez. Oui, je voulais intervenir par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Sansal. Moi, je suis un petit peu plus optimiste sur le monde arabe que vous ne l'êtes. Je reviens de Tunisie, je suis né en Tunisie, et je reviens là de Tunisie, j'étais en vacances là-bas, et je me suis rendu compte d'une chose que j'ignorais ou que je ne savais pas trop, c'est notamment le rôle des femmes dans l'islam. C'est-à-dire que mademoiselle parlait justement du refus de l'autre dans les religions. C'est manifeste que dans la religion islamique, il y a un refus de l'autre évident. Le refus du juif, le refus de l'occidental et le refus de la femme. Or, justement, il y a une chose qui me paraît tout à fait intéressante en Tunisie. D'ailleurs, entre nous soit dit, c'est là qu'est né ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'est pas un hasard. C'est peut-être un peu chauvin ce que je dis puisque je suis né en Tunisie, mais je crois sincèrement qu'il y a en Tunisie actuellement ces naissances et c'est pas encore vraiment très important. Je crois qu'il y a le rôle des femmes dans l'islam peut être extrêmement important et c'est peut-être là qu'il faut chercher la voie du renouveau. La pédagogie de l'optimisme, c'est bien. Il y a un certain moment, il faut l'être, surtout si on peut argumenter, donner des exemples et tout ça. Pédagogiquement, c'est intéressant. Mais entre nous, le devoir de lucidité impose qu'on regarde. On ne regarde pas le problème sous l'angle pessimiste, optimiste, c'est bien, c'est pas bien, il faut regarder les structures lourdes. Voilà. La structure lourde, c'est l'islam. L'islam, rien ne peut le bouger. Vous pouvez mettre 150 000 bombes atomiques, et voilà, il ne bougera pas, il renaîtra de ses cendres. Voilà. Donc, si dans le monde musulman, et y compris en Tunisie, peut-être plus qu'en Tunisie, je crois que vous, pour reprendre un peu vos expressions optimistes et pessimistes, moi je suis encore plus pessimiste pour la Tunisie. Parce que 50 façons d'être musulmans, les Tunisiens ont choisi le salafisme. Et un salafisme vraiment... Quand vous savez que quand les Tunisiens ont voté pour dans leurs élections, les Tunisiens vivant en France, à 40% ont voté pour les islamistes. Quand vous voyez que c'est la Tunisie qui a fourni les plus grands contingents de djihadistes à Daesh. Donc il y a une tradition élitiste très française, c'est-à-dire en haut, il y a la bourgeoisie qui vit dans des palais, qui expérimente des choses nouvelles, des libérations sexuelles, enfin tout ce qu'on veut, mais c'est une petite minorité. Moi je les connais, je les fréquente, je les connais un à un, on peut dire. Donc c'est très bien, mais ils n'arrivent pas à diffuser leur démarche, un peu comme la noblesse en France n'a jamais cherché à diffuser au sein de la société son savoir. C'était même très mal vu, il ne fallait pas le faire. Quand vous pensez qu'en France, jusque quasiment au XVIIIe siècle, il était interdit de montrer la Bible aux citoyens. Les gens avaient des trucs de catéchisme
Et à l'école, on leur apprenait à peine à lire, et plutôt à compter qu'à lire, à écrire. Donc la Tunisie est dans une situation beaucoup plus difficile et puis en plus, c'est un petit pays très fragile. Et donc, la Tunisie est utile, la noblesse tunisienne, la jet set, c'est vrai, elle est intelligente, elle est très cultivée, elle est formidable, mais elle n'embraye pas sur la société. La société tunisienne est traditionnaliste à un point incroyable. Donc, il faut... vous savez, c'est un jeu à deux. C'est-à-dire que ceux qui s'inscrivent dans une dynamique de progrès et tout ça, n'ont ni théorie, ni stratégie, ni tactique, ni rien du tout. Alors que les islamistes, ils ont tout ça. Ils ont la doctrine et la patience. Voilà, eux, ils s'inscrivent dans la durée, ils sont opiniâtres. Ils ne lâchent pas une seule minute. Essayez de discuter avec un islamiste, ce que je fais moi tout le temps. Ils vous épuisent. Impossible de faire avancer une idée dans sa tête d'1 millimètre. Parce qu'il passe tout de suite dans un univers magique, c'est le Coran. C'est parce que vous ne connaissez pas le Coran. C'est la définition du langage totalitaire. On parle par slogan. Et alors, ce que vient de dire Boualem est vrai, je le partage et c'est tragique, c'est qu'ils ont tellement d'argent qu'ils payent des vrais techniciens, d'excellents techniciens. Ils payent, j'ai été invité sur Al Jazeera à Doha, j'ai vu, il y a un studio par langue, et ils diffusent dans le monde entier. Et les journalistes sont très bien payés, je n'ai pas osé leur demander leur salaire, mais ils avaient tous des Mercedes 4x4. Donc je pense qu'ils doivent... C'est le standard. Tous les journalistes ont ça? Oui, en France aussi, bon alors ça va. Donc ils sont follement bien payés. Ils ont des techniciens remarquables, très bien payés. Je vis à la Seine et beaucoup de techniciens de la Seine ont trouvé du travail à Doha. Ils sont payés 3 à 4 fois plus. Ils sont gardés par des soldats en armes, ils n'ont pas le droit de sortir et ils ont des contrats de 3 mois. Donc il n'y a pas de conflit. Au moindre conflit, le contrat n'est pas renouvelé. Beaucoup de jeunes acceptent parce qu'ils sont très bien payés. Et que ces techniciens excellents, ces journalistes excellents, envoient des messages dans le monde entier. J'ai assisté à des événements filmés par Al Jazeera et les circonstances m'ont fait arriver ensuite au Brésil et j'ai vu passer le montage d'Al Jazeera, je l'ai vu passer aux heures de grande écoute au Brésil. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne suis pas journaliste, est-ce qu'ils l'ont donné, est-ce qu'ils ont fait un sujet, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce sont des vrais techniciens, ils emploient de vrais techniciens. Je voudrais simplement dire aux deux personnes qui vont poser des questions de les poser courtes. Je vais demander que les réponses soient courtes parce qu'après, les livres seront posés là pour ceux qui souhaitent en acheter. Et comme Boris Cyrulnik doit partir du premier, c'est lui qui signera le premier. Voilà. Bon, alors, je ne voudrais pas faire de francocentrisme, mais moi, j'appartiens à une génération d'après la guerre. Donc, je suis allée à l'école après la guerre. J'ai bien entendu ce que disait M. Cyrulnik sur la façon dont il fallait éduquer les petits-enfants. Mais moi, dans ma génération, quand on allait à l'école, on ne vous disait pas « votre voisin est juif, votre voisin est musulman », il n'y en avait pas tellement, mais votre voisin est protestant. Il y avait quand même une laïcisation de la société. Et j'ai l'impression qu'on assiste à une régression. Je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat et dire que c'est contemporain avec le renouveau de l'islam, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Parce que, si vous voulez, moi, on était... personne, moi, je suis d'une famille juive pas pratiquante, mais la plupart de mes camarades de l'école ne savaient même pas que j'étais juive. Enfin, et c'était pareil pour tout le monde, les catholiques. Les catholiques n'allaient plus à la messe, ils allaient très peu au catéchisme. Oui, voilà, j'arrête.
Bonsoir. Merci d'abord pour les deux conversations. Et je ne sais pas si ce n'est pas vraiment une question, et c'est une question aussi, si je ne commencerai pas exactement par l'opposé de ce que vous avez discuté tous les deux. Parce que c'est extrêmement pessimiste, c'est extrêmement fataliste. J'ai vu ça en Syrie, j'ai vu ça chez les islamistes, j'ai vu ça dans les écoles, j'ai vu ça. C'est pas assez ce que vous voyez dans 10 écoles ou 1000 écoles, c'est rien. Et puis les islamistes sont les minimums dans la vie. Ils ne sont pas la majorité. Mais vous donnez toute l'importance et toute la culture islamiste dans les mains des islamistes. Je suis désolée, je suis musulmane. Je suis super libre depuis que je suis toute petite. J'ai eu une mère qui m'a enseigné et qui m'a dit qu'il faut accepter tout le monde. Quand vous dites que vous êtes dans la perdition, ou quand vous dites la fanatisation, mais c'est la fanatisation du monde entier. Moi, je vis depuis 32 ans aux États-Unis. Les Français que je connais ne m'ont jamais demandé ma religion. Mais dernièrement, on me demande de tout le temps, quand ils savent tous que je suis musulmane. D'accord ? Et c'est pas que j'ai une fierté ou n'importe quoi, mais le sens du mot Coran, c'est l'assemblage. Le sens du mot islam, c'est la paix. Il faut revenir à cette source, et c'est exactement ce que j'ai appris dans mon école, ce que vous avez dit, il faut apprendre aux enfants maintenant. Si vous n'acceptez pas le juif, si vous n'acceptez pas le chrétien, vous n'êtes pas musulman. Vous n'êtes pas considéré musulman. Alors ne donnons pas l'importance aux islamistes. Oui. Est-ce qu'on ne diabolise pas, finalement, la question de madame en sous-jacent, est-ce qu'on ne diabolise pas un petit peu trop maintenant l'islam ? Mais moi, je ne donne aucune importance aux islamistes, et c'est ça qu'il faut faire. Quand il me dit une ville universitaire et qui se plaint qu'il y a 10 mosquées, il n'a qu'à former le groupe d'écrivains, au lieu de parler des discussions et de ce qu'on ne peut pas faire, parler de ce que vous pouvez faire. Alors, ce que vous dites est passionnant, mais ça a déjà été dit dans les années en 1933 et en 1929, quand la belle culture germanique a vu naître le nazisme, il n'y avait que 2,9% de nazis, comme je crois qu'actuellement il y a 1% de salafistes. Et 10 ans après, 99% de la population allemande était obligée de claquer des saluts et de se soumettre au régime nazi. C'est-à-dire qu'il y a des épidémies de croyances qui sont très rapides. Et que ce que vous dites est vrai, mais comme le dit, il y a 1000 manières. Enfin, moi je dis 1000 manières d'être musulman, et vous faites partie des musulmans. Il n'y a pas 1000 manières. Mais il faut revenir à la source. Il faut tout le temps revenir. Mais alors ça, je ne suis pas d'accord, parce que revenir à la source, c'est ce que disent les islamistes. Non, revenir au Coran, je ne veux pas revenir au Coran. Alors, quand vous lisez le Coran, c'est de la poésie. En fait, c'est de la poésie, de l'interprétation. C'est ce que j'ai dit. Vous me plagiez. Là, je suis très fier. Je suis très fier. Je pense que moi, l'idée que je fais, c'est que ce qui compte, c'est la manière dont on lit les textes de base. Et qu'on peut les interpréter comme on veut. Donc, vous avez eu la chance d'être élevé par des musulmans ouverts, comme le dit votre Coran ou comme le dit votre islam. Mais ce n'est pas le cas des islamistes, ce n'est pas le cas des salafistes. J'ai été invité par des... Mais ils sont 1% actuellement, ils sont nombreux en Algérie, il y a des pays où ils prennent le pouvoir, ils sont riches, ils ont des techniciens, ils répandent leurs croyances sur la planète entière. Ce qui veut dire... Oui, mais 1%, ils seront 100% dans 10 ans si on les laisse faire. Comme on a laissé monter le nazisme, ils étaient 2,9%. Et quand Germaine Tillion, qui leur a dit « Attention, il se passe chez vous des choses inquiétantes », ils ont ri. Pas tellement la théorie nazie leur paraissait ridicule, parce que les Allemands étaient un peuple très cultivé. 10 ans après, 1 million, il y avait une guerre mondiale, et tout le monde était obligé de se soumettre ou de s'opposer au nazisme. C'est les minorités qui provoquent les mouvements de foule. Qui aurait pu prévoir la Révolution française en 1788 ? Personne. Qui aurait pu prévoir la Révolution en 1917, en 1916 ? Personne. Qui aurait pu prévoir le mouvement en 1968, en 1967 ? Personne. Je pense que là, il y a un danger, par bonheur, comme vous le dites, ils sont minoritaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Voilà. En tout cas, je crois que... Merci. Je crois que nous devons remercier nos intervenants
de tout ce qu'ils viennent de nous dire, et j'espère que vous en sortez plus intellectuellement riche que vous n'êtes entrés ici. Et pour confirmer tout ceci, il y a leur livre ici. Donc, comme Boris Cyrulnik doit partir le premier, voilà.